Bienvenue sur Radio-Québec. Les Québécois parlent aux Québécois. Alors bonsoir, bienvenue tout le monde dans le web journal de Radio-Québec, édition du 16 février 2020. On va parler ce soir de trois choses. On a trois sujets à l'ordre du jour. Le cauchemar Sanders qui revient hanter les démocrates. On va parler de l'acquittement de Andrew McCabe. Est-ce que la justice américaine déraille? On va parler aussi en fin de web journal, juste un petit 5 minutes, de certaines des réactions qu'ont obtenues les thèses de Radio-Québec en Europe, parce que ça parle de nous pas mal en Europe. Alors, on va revenir un peu là-dessus rapidement. J'ai l'impression qu'en Europe, en fait, certaines des personnes qui ont commenté nos positions, notamment sur Soleimani ou le plan de paix au Moyen-Orient, n'ont pas écouté toutes nos vidéos. Alors, on va revenir là-dessus, on va clarifier certaines choses. Alors, bonjour tout le monde. Je vais juste voir si on est en ondes sur YouTube. Est-ce qu'ils m'ont... est-ce que j'ai... ben non, c'est ça, ça ne fonctionne pas sur YouTube encore. Alors, on s'excuse sur YouTube. Je pense que je vais ouvrir une autre chaîne et puis on fera ça, on fera les directs sur l'autre chaîne. Je vous inviterai à nous rejoindre et puis on publiera sur cette chaîne-là les versions enregistrées. Voilà. Alors, on commence avec ça ici, avec Bernie Sanders qui a remporté l'investiture démocrate pour le New Hampshire à l'arraché contre Pete Buttigieg. Son nom me fait rire à chaque fois. Là. Je pense mercredi dernier, j'ai passé une demi-heure à rire en prononçant son nom, Buttigieg. Alors, c'est probablement ce qui s'est passé aussi la dernière fois, c'est-à-dire en Iowa. Je vous en ai parlé lors du dernier web journal. L'application avait mal fonctionné, etc. Les démocrates étaient probablement horrifiés à l'idée de voir Bernie Sanders arriver en tête. Hein, c'est ce que, d'ailleurs, je l'avais dit, c'est ce que Steve Bannon disait. Sanders était arrivé, au moment où Sanders commençait à prendre de l'avance, c'est là que l'application a crashé. Et comme par miracle, Buttigieg est arrivé genre par, je pense, 0,3% devant Sanders. Vous comprenez que ça sent exactement le même genre de manipulation qu'on a vu lors de la campagne présidentielle de 2016. Je rappelle qu'en 2016, c'était passé exactement ça, c'est-à-dire Hillary qui était la favorite, qui contrôlait les médias, l'establishment, qui avait l'administration Obama avec elle, n'était pas capable d'en finir avec Bernie Sanders, le communiste, qui ralliait les troupes démocrates et qui semblait vouloir gagner l'investiture. Et comment ils s'en sont sortis, comment Hillary et le Parti démocrate se sont débarrassés de Sanders, eh bien, ils ont triché en 2016. Ils ont triché et ça a causé une rupture énorme au sein du Parti démocrate. C'est d'ailleurs une des raisons de la défaite d'Hillary Clinton, le fait qu'elle ait littéralement volé l'investiture à Bernie Sanders. À travers des manipulations de chiffres, on ne comptait pas certains bureaux de vote. Vous savez, comme les vraies républiques de bananes, là. On sortait on accordait les délégués avec des pile ou face et lors de ces pile ou face, je pense qu'Hillary a gagné 6 pile ou face d'affilée, etc. Elle a littéralement volé l'investiture à Bernie Sanders. Tout le monde le sait. Les militants de Bernie Sanders le savaient en 2016 et lors de la convention du Parti démocrate au mois de juillet 2016, ça a été la grosse déchirure. Exactement ce qu'on ne veut pas voir. Lors d'une présidentielle, un parti qui se déchire publiquement. Hein, dans le stadium, c'était en Pennsylvanie, dans le stade, l'Arena, il y a quelque chose comme un tiers des délégués qui étaient assis dans les bancs et qui se sont levés en plein milieu du discours de je ne me rappelle plus qui ont exigé la démission de Debbie Wasserman-Schultz, la présidente du Parti démocrate. Elle a dû démissionner. Les délégués qui avaient été attribués, ceux qui restaient, là, c'était un tiers des délégués qui avaient été attribués à Bernie Sanders, ont quitté en marchant, se sont levés des bancs et ont quitté le Parti démocrate, la convention, de façon très bruyante. Il y avait des images où il y avait comme un tiers, c'est ça, la convention qui était vide. Ils étaient fâchés parce que Hillary avait triché, leur avait volé leur investiture. Alors, je vous montre des vidéos juste pour vous rappeler, parce que c'est ça qui est en train de se repasser avec Bernie Sanders. Il vient de prendre les dessus, il vient de prendre les devants, et c'est le même cauchemar qui vient hanter le Parti démocrate. Alors, je vous montre des vidéos de la révolte en 2016, ceux qui n'étaient pas là, ceux qui n'écoutaient pas la politique américaine à l'époque, là.
Où est-ce que j'ai mis ça? Ici. Hell no, PNC, we won't vote for Hillary. Hell no, we won't vote for Hillary. Bernie, 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 Bernie. Ça, c'est quand le délégué de Hillary Clinton rentrait dans le centre. Des milliers de manifestants à l'extérieur. Des démocrates protestaient contre Hillary Clinton. Je vous en montre une autre ici. Oui, il y a des bancs vides. Là. Je pense que c'est des bancs vides qu'on voit en face là-bas. Well, I'll tell you, you can sense how strong his support is here. And if you went to the rally just a little while ago, you know that our party is deeply divided. Our party is deeply divided. Ils ont obtenu la tête de Debbie Wasserman-Schultz. Ça a été une catastrophe, cette convention. Screaming Bernie? They indeed are, Harris. Maybe. I don't know. You tell me. We can see the Oklahoma, Montana, Alaska, Kansas delegations, parts of California. OK. Parce que c'est ça. Les délégués sont sortis. Et là, c'est ça qui se passe encore une fois avec Bernie Sanders. Et là, eh bien, en fait, les démocrates ont eu ce qu'ils méritent parce que ça fait des années qu'ils jouent sur, je veux dire, les politiques identitaires, hein, monter les races les unes contre les autres, les LGBT contre les straight, là, les hétérosexuels, vous comprenez, et je veux dire, avec George Soros qui alimente tout ça avec ses millions. Mais ils ont toujours eu l'impression, ils ont toujours eu comment je pourrais dire, ils ont toujours pensé qu'ils allaient être capables de contrôler la base, c'est-à-dire les exacerber, hein, les pousser vers la dissolution de toutes les identités, hein, à la Soros, mais qu'éventuellement, ils allaient être capables d'imposer leurs candidats, comme Pete Buttigieg, ou imposer leurs candidats, ou Michelle Obama, on va en parler, pour contrôler les troupes et gagner quand même une élection face à l'Amérique ordinaire. Mais là c'est pas ça, là. C'est-à-dire que là, c'est le candidat radical qui est en train de gagner et l'Amérique ne voudra pas d'un communiste, hein, parce que c'est un communiste essentiellement. C'est la fin des énergies fossiles aux États-Unis, c'est-à-dire Bernie Sanders, c'est un vrai communiste, puis il est appuyé par les radicaux du parti comme Alexandra Ocasio-Cortez et toute la gang. Alexandra Ocasio-Cortez on why she backed Bernie Sanders over Elizabeth Warren. Okay? Alors, c'est lui qui est en train de gagner. Je vous montre une vidéo de Bernie Sanders. Je vous dis que c'est un communiste, là. Bernie Sanders qui a été célébré sa lune de miel. Où ça? À Cuba? Ben non. C'est bien trop beau. Je veux dire, au Mexique ou en Thaïlande? Non, pas du tout. Il est allé célébrer sa lune de miel dans l'ex-URSS. Alors, je vous montre une vidéo de Bernie Sanders en 1988. Lors d'une célébration en URSS. Hein, il buvait de la vodka avec ses co-religionnaires. Torse nu, etc. Voilà, je vous montre ça. Vous avez Bernie avec les lunettes, là. Ça, c'est en URSS. La vidéo dure 2 minutes, là. Les Américains ne voteront jamais pour un communiste. Le Parti démocrate doit avoir un candidat relativement... Une base, oui, peut-être radicalisée, mais un candidat centriste. Et c'est pas ça qu'ils ont avec Bernie Sanders. Alors, c'est le cauchemar de Bernie Sanders qui revient hanter le Parti démocrate. Et c'est d'autant plus dangereux pour les démocrates que Bernie, probablement... contrairement à 2016, ne voudra pas se tasser pour Michelle Obama. Hein, la base de Bernie est très, très militante et est idéologique. Bernie, lui, est achetable. Hein. On se rappellera que, placé devant le fait accompli, le DNC lui avait volé la nomination. Après ça, on l'avait calmé. On avait acheté son ralliement à Hillary Clinton en lui payant le Democratic National Congress, il me semble, lui avait payé une belle dacha
sur le bord d'un lac au Vermont là, à 700 000 $ américains en échange de son ralliement à Hillary Clinton. Et il s'était rallié lors du Congrès et il avait été hué par sa base lorsqu'il s'était rallié. Alors, c'est ça qui est en train de se reproduire. Ils savent que l'État profond, l'establishment du Parti démocrate, savent qu'ils vont perdre avec Bernie. Il est beaucoup trop radical. Les Américains ne voteront jamais pour lui. Je veux dire, l'Américain moyen, le col bleu, là, celui qui mange des hamburgers puis qui a son pick-up, ne votera jamais pour Bernie Sanders. Et ce que ça veut dire, le fait d'avoir Bernie comme candidat, c'est-à-dire que tous les co-conspirateurs vont se retrouver, vont se faire passer la corde au cou. Alors, pour éviter de se faire passer la corde au cou à Guantanamo, ils ont besoin d'un candidat dans les primaires qui va se coucher au 11e round, comme je disais lors du dernier Web Journal. Puis ça, c'est Pete Buttigieg, probablement. Buttigieg. Dont la campagne bat de l'aile. Voilà. Alors, maintenant, tout ça avait mené, là, il faut retourner, là, je veux dire, en 2016, encore une fois. Le Congrès, le Parti démocrate, le Democratic National Congress, avait volé l'investiture à Bernie Sanders. Et là, ça avait été, comme je vous ai montré, là, la grosse rupture. Et il y a des gens à l'intérieur de l'establishment du Democratic National Congress qui étaient pour Bernie Sanders, qui se sont insurgés, dont Seth Rich, qui était un informaticien à l'intérieur du parti et qui est à l'origine de toute cette histoire des courriels révélés par Julian Assange et Wikileaks. OK? Donc, Seth Rich, je vais vous montrer les vidéos. Ceux qui suivent l'histoire depuis le début le savent. Seth Rich, qui était quelqu'un qui votait pour Bernie Sanders, qui a envoyé à Julian Assange tous les courriels personnels de John Podesta afin qu'ils soient révélés par Wikileaks durant la campagne. Et qu'est-ce qu'on trouvait dans les courriels de John Podesta? C'était toute cette histoire de Pizzagate, de souper, de spirit cooking, de rituels pédosataniques, l'île de Jeffrey Epstein, etc. Là, c'est tout ça. Et ça a fait mal aussi à la campagne d'Hillary Clinton. C'est Julian Assange qui a révélé ça et c'est Seth Rich qui lui a donné ça. Hein? Ce ne sont pas les Russes qui ont piraté les ordinateurs du Democratic National Congress. Tout le monde le sait. Julian Assange l'a lui-même dit à la télévision, à Sean Hannity et à une télévision européenne. Ce n'est pas un acteur étatique, ce ne sont pas les Russes. Il y a le numéro 2 encryption de la NSA, William Binet, qui a dit que les vitesses de téléchargement faisaient en sorte que c'était impossible que ça ait été un piratage d'outre-Atlantique, de Russie, ou selon ce qui était légué par le département de la justice, ça a dû être une clé, avec une clé USB, là, sur place. C'est le seul moyen d'obtenir de telles vitesses de téléchargement. On se rappellera que le serveur du Parti démocrate qui a été piraté par Seth Rich, le Parti démocrate ne l'a jamais montré au FBI. Le département de la justice n'a jamais eu accès au serveur, à la principale pièce à conviction. Que le Parti démocrate a engagé une firme privée avec laquelle plusieurs personnes du Parti démocrate faisaient déjà affaire, CrowdStrike, pour analyser le serveur. C'est comme s'il y a un crime, puis on fait venir un enquêteur privé pour regarder la scène du crime, et c'est l'enquêteur privé engagé par le Parti démocrate qui dit au FBI, oui, c'est ça qui s'est passé, le FBI n'enquête pas. Il dit, c'est la Russie. Alors, cette firme-là, CrowdStrike, qui est basée en Ukraine, et dont Trump a demandé au premier ministre Zelensky là, d'aller au fond des choses et de savoir qu'est-ce qui se passe avec le serveur, de mettre la main sur le serveur pour avoir finalement la pièce à conviction. Au-delà de ce que Assange dit, hein, de la source, on sait que c'est Seth Rich, au-delà de ce que Julian Assange dit, au-delà de ce que William Binet dit, d'avoir effectivement la preuve, et c'est ça. Et tout ça est lié. Hein? Donc, c'est lié avec l'appel téléphonique, cette histoire d'impeachment, avec Bernie Sanders. On est en train de tout revivre ça. Là. C'est toute la même histoire. Le Pizzagate. Voilà. Alors, je vous fais écouter une vidéo de Julian Assange qui dit... Là, je n'ai pas mes écouteurs. J'ai plus de batterie dedans. Je ne peux pas vous traduire en direct. Je vous laisse écouter Julian Assange qui répond à lors d'une entrevue avec une télévision européenne, et il dit essentiellement, Seth Rich, lui, là, en fait, c'est l'autre côté. Pour moi, c'est ici, mais pour vous, c'est là. Seth Rich a été assassiné, et Julian Assange, je pense que Wikileaks a donné une rançon
pour trouver le meurtrier de Seth Rich. Puis là, il dit, on veut protéger nos sources. Puis là, le gars, il dit, est-ce que Seth Rich était la source? Puis là, il dit, on peut pas révéler nos sources. Il dit pas que c'est Seth Rich la source, mais tout le monde comprend que c'est Seth Rich la source, puis il donne une rançon pour aller au fond des choses, de trouver le meurtrier de Seth Rich. Vous comprenez? Alors, je vous fais écouter cette vidéo-là de Julian Assange, et je vous ai fait écouter encore une fois une vidéo de Julian Assange lors du dernier Web Journal qui disait que Trump n'a rien à voir avec la Russie, que c'est Hillary Clinton qui a des histoires, des connexions, de la collusion avec la Russie. Je fais écouter Julian Assange là-dessus. C'est un peu long, mais ça vaut la peine, c'est en anglais. Donald Trump has had a disastrous few weeks. If you look at the polls, he needs a miracle. In the American political lexicon, there's such a thing as the October surprise. The stuff that you're sitting on, is an October surprise in there? Do you even know what you're sitting on? WikiLeaks never sits on material. Whistleblowers go to significant efforts to get us material and often very significant risks. As a 27-year-old works for the DNC, who is Il dit un gars de 27 ans, il parle de Seth Rich, qui travaille pour le Democratic National Congress, qui vient de se faire assassiner. Il parle de une de ses sources. Nos sources prennent des risques. Il vient de dire que c'est Seth Rich, sa source. C'est pas les Russes qui ont donné les courriels à WikiLeaks. Il vient de le dire. C'est Seth Rich. Murdered just 2 weeks ago for unknown reasons as he was walking down the street in Washington. So that was just a robbery, I believe, wasn't it? No, there's no finding. So what are you suggesting? What are you suggesting? I'm suggesting that our sources take risks and they become concerned to see things occurring like that. But was he one of your sources then? I mean, we don't comment on who our sources are. But why make the suggestion about a young guy being shot in the streets of Washington? Because we have to understand how high the stakes are in the United States, and that our sources are. Bon, vous comprenez, là, il vient de le dire, c'est Seth Rich. Nos sources prennent des risques, et puis, il y a un gars de 27 ans qui vient de se faire assassiner, comme, c'est une de ses sources. Alors, tout ça, là, qu'est-ce qu'ont fait les démocrates avec ça? Ils ont pris la balle au bon, puis ils ont dit, c'est les Russes qui essayent d'aider la campagne de Donald Trump, des pirates russes. Là, c'est le FBI de Barack Obama, vous comprenez? Qui, depuis déjà 1 an, à ce moment-là, déjà 1 an, espionne la campagne de Donald Trump. Donc là, ils font une pierre deux coups. Les démocrates font, Barack Obama et les démocrates font une pierre deux coups. Le piratage du serveur du Parti démocrate et la révélation des courriels de John Podesta, du Pizzagate, etc., ils disent c'est les Russes qui ont piraté le Parti démocrate pour aider Trump. Il y a une collusion. Mais pas juste ça, c'est qu'ils utilisent cette histoire de collusion pour cacher leur espionnage. L'espionnage illégal contre la campagne de Donald Trump depuis 1 an. Une campagne d'espionnage illégal qui a commencé bien avant ce qui a été admis, bien avant le piratage du serveur du Parti démocrate. Ils espionnaient Donald Trump depuis presque le début, avec différents programmes de surveillance, le Hammer, etc. Alors là, ils disent ben oui, on espionnait Donald Trump parce qu'il y avait de la collusion avec la Russie. On voulait savoir s'il y avait de la collusion avec la Russie. Il n'y en avait pas. Julian Assange le dit, et vous comprenez, c'est ça. Donc, voilà, donc, comme je dis, tout ça est lié, et ça nous amène à une des principales, je veux dire, une des figures clés de toute cette histoire, c'est Andrew McCabe. Andrew McCabe qui vient d'être relaxé, comme on dit en Europe, là. Apparemment, il n'y aura pas d'accusation contre Andrew McCabe pour avoir menti aux enquêteurs. Il y avait plein d'événements, 4 ou 5 événements spécifiques où il avait menti aux enquêteurs, à l'audit interne du FBI, etc. Et finalement, il ne sera pas accusé, comme James Comey. Là, il y en a plein qui crient victoire. On vous l'avait dit qu'il n'allait pas avoir d'accusation. Écoutez, là, c'est exactement comme James Comey. C'est pas sur le fait d'avoir menti. On s'en fiche complètement du fait qu'il y ait une accusation sur le fait qu'il ait menti ou non à des enquêteurs du FBI. C'est pas pour ça qu'ils vont se faire passer la corde au cou. C'est pour la haute trahison.
C'est pour la haute trahison, avoir une tentative séditieuse de coup d'État. Trump l'a répété 1000 fois, tout le monde le sait. Même William Barr en a parlé dans certains de ses discours à la Federalist Society, tentative de subversion des institutions. Mitch McConnell aussi en a parlé à la fin de l'impeachment. Une tentative de subversion des institutions, tentative de coup d'État. Et ça, c'est pas cette petite enquête du département de la justice qui couvre ça. C'est John Durham. La tentative de coup d'État, c'est John Durham qui couvre ça. Et tant qu'il n'aura pas remis son rapport, je veux dire, on peut comment dire, laisser faire les petits détails. Et ça se peut que dans le système juridique américain, il vaille mieux laisser de côté ces petites accusations-là pour pas qu'il y ait comme cette histoire de ce qu'on appelle double jeopardy, je pense, dans la justice américaine. C'est-à-dire, on ne peut pas se faire accuser 2 fois pour un même crime, quelque chose comme ça. Donc, s'il l'accuse là-dessus, il y a peut-être des répercussions légales sur la grosse enquête de Durham, etc. Alors, c'est des détails légaux. Moi, je ne suis pas juriste, mais je suppose qu'il y a une stratégie là-dedans. On veut qu'il soit accusé pour tentative séditieuse. Ça a toujours été ça. C'est pas pour mentir au FBI, c'est pour sédition. Et là, évidemment, qu'est-ce qui se passe? C'est que depuis qu'il a été exonéré, depuis qu'il a été... le département de la justice a dit qu'il n'allait pas émettre d'accusation, déposer l'accusation contre McCabe. Là, partout à la télévision, là, c'est comme quand est-ce qu'on va voir la justice? Les gens sont les citoyens ordinaires américains et les personnes à la télévision, tant Maria Bartiromo, Sean Hannity, etc., les gens à qui ils parlent, tout le monde se dit il n'y a pas de justice dans le pays. C'est un 2 poids, 2 mesures. Le général Flynn, qui a été accusé par le FBI, qui traîne son histoire en cours depuis presque 2 ans maintenant, le général Flynn n'a pas menti. Il s'est fait avoir par qui? Par Andrew McCabe. C'est Andrew McCabe qui a tenté de le piéger. Andrew McCabe, c'est dans le rapport de l'inspecteur général ou dans l'audit interne du FBI. Andrew McCabe qui aurait dit dans une rencontre « First, we fuck Flynn, then we fuck Trump. Hein? Premièrement, on va avoir Flynn et puis après ça, on va se payer la tête de Trump. » C'est une tentative de coup d'État. Ça, c'est dans les rapports officiels. Alors, McCabe qui a tenté de coincer Flynn qui n'a pas menti. On sait que le FBI a modifié les déclarations de Flynn. Tout ça est illégal. Hein, tout ça, Et là, les Américains voient une bureaucratie hors contrôle qui fait sa propre justice. Tout le monde le voit. Les faits sont sortis. C'est dans les journaux. On sait que Flynn n'a pas menti. Tout le monde sait que Flynn n'a pas menti, que le FBI a inventé un mensonge pour le coincer. Il est totalement innocent et il s'en va, fait face à de la prison, est accusé. Même chose avec Roger Stone, on demande des peines hallucinantes pour de la pacotille, alors que ceux qui mentent officiellement et qui sont pris devant le Congrès, McCabe, Comey, etc., eux autres, on est... Alors, il y a un sentiment montant dans la population américaine, partout à heure de grande écoute, les émissions les plus populaires. Hein, Sean Hannity, c'est l'émission la plus populaire à la télévision, Maria Bartiromo, etc. Ce sentiment d'injustice et de 2 poids, 2 mesures, et ça fait parler dans les foyers américains. Comment ça se fait qu'on a dans notre pays cette classe de mandarins hors contrôle qui fait la pluie et le beau temps, qui se sert de la justice comme un outil d'oppression politique, hein, de contrôle politique, etc. Alors, mais encore une fois, là ici on apprenait aujourd'hui que ce n'était que partie remise parce que, merci Christina de m'avoir envoyé le lien. DOJ opens new investigations into James Comey, Andrew McCabe, Peter Strzok, former top DOJ officials says. Hein? Le département de la justice vient d'ouvrir une nouvelle enquête sur à la fois Comey, McCabe, Strzok, etc. Tous ceux qui ont tenté de... Donc, la semaine dernière, il laisse tomber les accusations de mensonges qui sont vraiment... c'est rien, là. C'est une petite tape sur le poignet. Il laisse tomber les accusations sans conséquence. Et là, on s'en va vers des accusations de complot, hein, de RICO. Je ne sais pas si c'est ça, là, mais ça a l'air de ça, puisqu'il y a plusieurs accusés dans la même enquête. Top Mueller prosecutor, DOJ starting new investigation into James Comey, Andrew McCabe and Peter Strzok. Ça, c'était vendredi, ça.
Alors, donc, exonérés sur certains sujets, mais d'autres enquêtes qui sont ouvertes justement sur eux. Je vous montre deux vidéos. Je vous montre une vidéo de Trey Gowdy qui dit que exactement ce que je viens de vous dire, c'est-à-dire que c'est avec Maria Bartiromo, justement. Il dit, il s'est fait, on l'a laissé aller sur rien, mais sur les grosses accusations, ça s'en vient, puis il ne perd rien pour attendre. Je fais écouter ça. Ici. Republican South Carolina congressman and former House investigation. That's it. And we should have known weeks ago when they were having trouble getting an indictment. If you're having trouble getting an indictment, then there's no way you're going to get a conviction. You've seen a change in the U.S. Attorney's Office in the District of Columbia. So he escapes indictment for that narrow fact pattern. But that He escapes indictment for that narrow fact. Alors, il n'y a pas d'accusation pour ce petit crime-là. Mais nothing to do with FISA and the initiation of Russia and any other potential misconduct that Andy McCabe may have engaged. Et donc, cette accusation-là que le département de la justice laisse tomber n'a rien à voir avec la fraude sur les mandats d'écoute électronique, sur cette fausse histoire de collusion avec la Russie, etc., qui a été fomentée par le FBI et Andrew McCabe. That's a really narrow, discrete fact pattern that he's not being indicted for. So it could actually be that he's cooperating with John Durham or that he's looking or a suspect in the John Durham now criminal probe. Is that right? Well, he's certainly somebody that John Durham would want to talk to, and it could range. Dit, donc, ça se peut, soit qu'il collabore, et c'est pour ça qu'ils ont laissé tomber ce petit crime-là, comme une entente, ou bien qu'il soit le sujet d'une enquête de John Durham. Comme j'ai dit, ça c'est certain. It can go the whole range from he didn't do anything wrong, and he did admit to Voilà. Alors, tout ça sur fond d'une fausse, je ne vais pas m'éterniser là-dessus non plus, une fausse chicane entre William Barr et Donald Trump. Donald Trump qui s'est insurgé de la peine contre Roger Stone. Et là, Barr a comme répliqué en disant tu me laisses pas faire mon travail, je suis indépendant du politique, etc. Exactement comme avec Jeff Sessions. Là, c'est Jeff Sessions all over again, comme on dit. Trump qui se plaignait de Jeff Sessions pendant que Jeff Sessions mettait en place toutes les enquêtes, les tribunaux militaires, etc. Il faisait semblant d'être à couteau tiré. C'est la même chose qui s'est passée cette semaine avec Trump et William Barr. À chaque fois qu'il y a une chicane entre le président Trump et son ministre de la Justice, ça a l'air que la justice est indépendante. Les gens défendent le ministre de la Justice contre Trump, ne sachant pas que le ministre de la Justice, c'est lui qui va faire tomber le marteau. Ils prennent la défense de ils prennent la défense du bourreau. Alors, voilà, donc, tout ça est déjà canné, déjà, comme on dit en anglais. Je ne sais pas si ça se dit en français, c'est canné. Et je vous montre une vidéo de Trump qui dit « Ils ont essayé de me destituer. Le marais a essayé de rappliquer, de me destituer, de m'avoir, mais finalement, c'est moi qui les ai tous eus. » Il l'a dit depuis le début, trahison. Ils ont, comme dit QAnon, « We got everything. » OK, je vous fais montrer la vidéo. Je vous montre la vidéo de Trump qui dit « We got everything. We caught them all. » I think in light of all of the things going on, and you know what I mean by that, the fake news, the Comeys of the world, all of the bad things that went on, it's called the swamp. And you know what happened, and you know what I did? A big favor. I caught the swamp. I caught them all. Let's see what happens. I caught the swamp. I caught them all. Il l'a dit, c'est la prison pour eux. Ils ont déjà toutes les informations. C'est déjà terminé. C'est déjà terminé. OK? Alors, voilà, donc, McCabe relaxé sur une pacotille, peut-être parce qu'il négocie avec le département de la justice, il parle, il spills the beans, comme on dit en anglais, il a laissé le chat sortir du sac, et donc, ils ont laissé tomber cette accusation. Mais il ne perd rien pour attendre. Voilà. Alors, ça c'est ça pour... est-ce que j'avais une autre vidéo de... McCabe. Non, j'avais d'autres choses. Avant de passer à ce qui se passe en Europe, je voulais vous montrer justement un peu le style de Trump. Qu'est-ce que Trump représente aux États-Unis? Trump qui s'est pointé, je pense que c'est aujourd'hui, au Daytona 500. C'est le premier président qui fait ça. Alors Trump, j'ai déjà dit qu'il se drapait dans le drapeau et qui mettait en lumière tout ce qui était typiquement américain.
Hein? Donc, tu sais, le football, un ensemble de choses. Et là, c'est le Daytona 500. Il est allé. C'est la première fois qu'un président se pointe au Daytona 500. Tu sais, c'est très américain, c'est identitaire. Et la limousine présidentielle a fait un tour de piste devant les fans bien contents. Je vous montre 2 vidéos. Alors, c'est la première fois qu'un président fait une telle chose. Daytona International Remarquez les Speedway, avions we qui love passent our au-dessus à la fin. country, and it's truly an honor to be with all of you at the great American race. Gentlemen, start your engines. Regardez les avions qui passent en arrière. Ça vous donne un peu le style... ça vous donne un peu le style du président et ce contre quoi les démocrates... ce contre quoi les démocrates se battent. Ils se battent contre quelqu'un qui représente l'identité américaine, en tout cas qui la revendique. Et là, après ça, je vous montre le petit tour de piste de la limousine présidentielle. But this is truly an historic first. A sitting United States president pacing the field for the great American race. He said he wanted to do a lap. He's going to do it. Well, he is the president. He has that right. And I just can't imagine as a driver, as a competitor. Will probably not be doing 70 through la the limousine 31-degree présidentielle au banking Daytona of 500. turns 1 Voilà. and 2. But, alors, ça vous donne une idée. C'est ça. Il y a aussi autre chose. Encore une fois, pour montrer le style de campagne de Trump, qu'est-ce que Trump cible comme auditoire, l'Américain moyen. Il y a une autre vidéo que j'avais trouvée très intéressante qui avait fait jaser. Les journalistes avaient ridiculisé Trump pour avoir invité, je pense, je ne me rappelle plus, c'est l'équipe gagnante, une équipe de football gagnante en 2018, je pense, à la Maison-Blanche. Et il leur avait servi du fast-food. C'est très américain. Des hamburgers, de la pizza, etc. Au lieu d'avoir un gala à la Maison-Blanche, là, il avait servi la nourriture que l'Américain moyen mange. Et tout le monde s'est identifié. Après ça, demandez-vous pas pourquoi les Américains ont une adhésion indéfectible à Donald Trump. C'est parce qu'il leur parle. Il est comme eux. Et plus tard, vers la fin de la vidéo, je vais vous montrer un extrait. Il dit, c'est la nourriture que vous et moi aimons. Hein, les Big Mac et tout ça. Là. Trump, il mange des Big Mac. Hein. On l'a déjà vu avec des Big Mac dans Air Force One, dans je ne sais pas si c'est dans Air Force One ou si c'est dans l'avion Trump. Ça résonne avec les Américains. C'est pas quelqu'un de déconnecté. Là. Je vous montre... si We vous have l'avez pas vu, pizzas, là. we have 300 hamburgers, many French fries, all of our favorite foods. À la Maison-Blanche. So I had a choice. Do we have no food for you because we have a shutdown? Or do we give you some little quick salads that the First Lady will make along with the Second Lady? They'll make some salads. And I said, you guys aren't into salads. Or do I go out, Lindsey Graham and Tim Scott, do I go out and send out for about 1,000 hamburgers, Big Macs? So we actually did. We bought 1,000 Burger King, all American companies. Burger King, Wendy's, and McDonald's. We have Big Mac. Toutes des compagnies américaines. Burger King, Wendy's, McDonald's, la nourriture que le peuple ordinaire mange. Alors, c'est ça, OK? C'est ça, c'est le Daytona 500, c'est les parties de football, c'est le fast-food, c'est America First, c'est le 4 juillet avec les avions, les défilés. Vous comprenez? C'est ça, Trump. Là. Et ça va être très difficile pour les démocrates de battre ça, d'aller chercher le cœur des Américains alors qu'ils sont en train de d'élire comme candidat un communiste. Je veux dire, quelqu'un qui va prendre sa lune de miel en URSS. Là. Vous comprenez? They're so fucked, comme on dit. Leur seule chance, c'est de faire rentrer Michelle Obama. Je le répète, sauf que le problème, c'est qu'ils n'auront pas de candidat pour se coucher au 14e round ou au 15e round, là, comme Pete Buttigieg était censé le faire. Alors, qu'est-ce qu'ils font? Étant donné que là, ce qu'ils essaient de faire, c'est d'écraser complètement la primaire, peut-être avec ce qu'on appelle un ticket Bloomberg-Clinton. Hein, si j'étais Bloomberg, je ferais attention, je m'arrangerais pour ne pas avoir Hillary Clinton comme colistière. Une Hillary Clinton colistière, je veux dire, l'espérance de vie d'un président n'est pas très longue. Elle va se retrouver présidente très rapidement. Hein. Alors, et là, il y a une vidéo intéressante. Il y a une vidéo que j'ai trouvée super. C'est une vidéo de campagne de Mike Bloomberg. Vous vous rappelez, durant la campagne de 2016, Trump avait des noms pour tout le monde. Hein, c'était Crooked Hillary.
Et c'était resté dans la tête du monde parce qu'elle était corrompue. Hein, fait que crooked, comme une sorcière, là, crooked Hillary. Le meilleur, selon moi, il y avait Little Hands Marco Rubio. Tu sais, ça reste, ça colle dans la tête. Puis à chaque fois que tu vois la personne, après ça, ça reste collé à la personne. C'est pas nécessairement méchant, c'est taquin, mais ça colle et c'est très, très, très efficace. Et c'est Scott Adams qui avait parlé de ça, hein, l'efficacité de la programmation neurolinguistique de Trump, hein, de ses capacités de persuasion. C'est un maître de la persuasion. Hein, si vous n'êtes pas au courant, écoutez Scott Adams là-dessus. Là, il décrit très bien les tactiques de manipulation linguistique de Trump face à ses adversaires. Il y avait Low Energy Jeb. Low Energy Jeb, c'est celui qui était Jeb Bush, le frère de l'ancien président, le fils de l'autre, là, était censé être le candidat démocrate, le candidat républicain, et se coucher lui aussi au 14e round contre Hillary Clinton. Mais il a été battu par Trump contre toute attente. Alors, Trump l'avait appelé Low Energy Jeb. C'est vrai qu'il avait l'air fatigué, faible. Et là, c'est Mike Bloomberg. Et là, c'est Mike Bloomberg qui fait quelque chose comme 4 pieds 8. Qui est tout petit, et il l'a appelé Mini Mike. Et là, il y a une vidéo, je vais vous montrer une vidéo de Mike Bloomberg. C'est une vidéo de campagne de Mike Bloomberg. En fait, c'est une annonce de campagne de Bloomberg. Et ils ont juste laissé l'audio, mais ils ont refait complètement le vidéo avec l'audio. Hein. Donc, c'est un audio très élogieux de Mike Bloomberg avec une vidéo complètement refaite. Et ça vous montre le genre de guerre de l'information à laquelle on doit s'attendre aux États-Unis pour d'ici la présidentielle. Ce qui a eu lieu en 2016, ce que Trump met de l'avant, c'est une guerre de l'information avec ce genre de création vidéo, des memes, l'armée digitale du président. Là. Ça ici, c'est une vidéo de Mike Bloomberg. Mike Bloomberg started as a middle-class kid who had to Rappelez-vous, il est petit, hein? Il présente comme un enfant. His way through college, then built a business from a single room Le lancer du nez. to a global entity, creating tens of thousands of good-paying jobs along the way. He could have stopped there. But when New York suffered the terrible tragedy of 9/11, he took charge, becoming a 3-term mayor who brought a city back from the ashes and brought back jobs and hope with it, creating tens of thousands of affordable housing units so families could have a decent place to live, raising teachers' salaries and kids' graduation rates, and creating a more open and livable city for the millions who call it home. Mike Bloomberg for president, jobs creator. OK? Alors, donc, c'est ça. Ça vous montre le genre de guerre de l'information. C'est comme ça qu'on doit mener la guerre de l'information dans tous les pays. C'est comme ça qu'on doit mener la guerre de l'information au Canada. Les candidats politiques, maintenant, doivent avoir des armées digitales nationalistes, anti-mondialistes, qui produisent ce genre de vidéos-là articulées, comment je pourrais dire, mémétiquement articulées, afin de les sortir, OK? Les vieilles stratégies d'aller devant les médias, parler, tout ça, c'est terminé, là. Il faut ridiculiser les médias, il faut s'en moquer, comme le fait Trump à chaque conférence de presse. Fake news, ah ouais, toi, qu'est-ce que tu veux? Non. Puis avoir derrière soi une armée digitale qui... et c'est possible du côté nationaliste, parce que du côté de la gauche radicale, là, ils sont très, très sérieux. Ils n'ont aucun sens de l'humour. Tout est sérieux, tout est de la politique identitaire. Ils ne sont pas capables de créer ce genre de clip efficace, humoristique, sarcastique, parce qu'ils ont perdu cette capacité-là. Okay? Alors, nous autres, on est capables, il faut s'en servir. Voilà. Alors, on finit avec... c'est ça, donc... c'est juste avant ça ici. Donc, il y a eu en Europe, je suis à quoi, 39 minutes, il y a eu en Europe des réactions à mes vidéos. Donc, Xavier Moreau de Stratpol, vous vous rappelez, je vous en avais parlé cet été quand cette histoire d'impeachment avait commencé, le coup de téléphone au président Zelensky. Il en avait parlé, je vous avais référé à Stratpol, j'avais dit que c'était un spécialiste de la Russie. Et, donc, c'est comme un peu une version Radio-Québec, mais en plus sérieux. Il y a aussi sur ERFM, Youssef Indy qui a tenté de réfuter ma thèse sur Soleimani. Il y a Soral qui en fait part aussi. J'ai l'impression qu'il n'y a personne qui aborde le fond. La plupart des gens disent, Moreau et Youssef Indy disent les deux que ma thèse, c'est que Soleimani était déjà mort il y a 2 ans.
Alors, c'est pas ça la thèse de Radio-Québec. La thèse de Radio-Québec, c'est que il y a pas l'assassinat de Soleimani à Bagdad n'a pas eu lieu. Qu'il soit mort il y a 2 ans ou qu'il l'ait juste retiré de la circulation en faisant croire à un accident, quelle que soit la façon d'opérer, cette frappe n'a pas eu lieu comme on nous a dit. Et les gens qui parlent des vidéos de Radio-Québec, j'invite notamment Youssef Indy à regarder les vidéos au complet, parce qu'on dirait que les gens ont juste regardé la première vidéo que j'ai faite là-dessus, à chaud, avec genre à peine 2 heures de préparation. Dans genre, ah oui, Soleimani est mort, il faut que tu entres en onde, que tu nous expliques qu'est-ce qui se passe. Et c'était pas la plus articulée. Ça s'est raffiné. Et j'ai expliqué tout ce qui s'était passé dans 2 vidéos subséquentes. C'est des vidéos d'1 heure, mais c'est souvent les premières 25 minutes qui comptent, vous le savez. Après ça, on prend les questions, etc. Donc, théâtre Trump-Rouhani et négocier une paix durable. Tout s'est passé exactement comme je l'avais dit aussi. Trump versus le Mossad, pour ceux qui disent que, Youssef Indy surtout, qui dit que Trump est un sioniste, là, on va revenir là-dessus. Apparemment, il n'y a pas de nuance dans le raisonnement. Je veux dire, je l'aime bien sur d'autres questions, Youssef Indy, sauf que là, ici, il n'y a comme pas du tout de nuance dans le raisonnement. Dans le genre... tous les présidents avant Trump étaient sionistes, ergo, Trump est un sioniste. La question ne se pose même pas. Alors que c'est pas ça du tout quand on regarde dans les détails. Là. Aussi, donc, je l'invite à regarder cette vidéo-là. Encore une fois, la première demi-heure de Trump versus le Mossad. Est-ce que Trump est un sioniste? La question, c'est est-ce que Trump est un sioniste? Ça dépend quelle définition de sioniste on donne au mot. Quelle définition on donne à sioniste? Si on dit que le sionisme, c'est le fait d'appuyer le nationalisme israélien, oui, Trump est un sioniste. Trump appuie le nationalisme israélien. Si on dit que le sionisme, c'est le nouvel ordre mondial, l'effondrement du système d'État-nation au profit d'un gouvernement mondial dirigé par une élite bancaire, non, Trump n'est pas sioniste. Alors, il faut voir quelle définition on donne au mot. Il faut rappeler que Trump est le premier président américain à avoir fait campagne sans argent extérieur. Je veux dire, l'argent rentrait, là, tant mieux si l'argent rentrait, mais sa campagne a été assurée par son propre argent et donc il ne devait rien à personne. Si les gens voulaient contribuer, c'était libre à eux. Hein? Et il y a des personnalités, des milliardaires juifs comme Sheldon Adelson qui a contribué vers la fin de la campagne alors que les jeux étaient joués, alors que Trump était comme pressenti pour gagner. Il a donné quelque chose comme 20 millions, mais c'est rien comparé à l'argent que Trump lui-même avait mis dans sa campagne. Il a utilisé son propre avion. Il ne doit rien à personne. On le sait aux États-Unis, ceux qui suivent la politique de près aux États-Unis, les personnes qui comptent dans les commentaires, j'en ai parlé dans plein de vidéos, savent que Trump est la présidence Trump est une opération de l'intelligence militaire américaine qui en avait assez de se faire utiliser par notamment Israël pour mener des guerres de déstabilisation au Moyen-Orient au profit d'Israël, c'est-à-dire aller faire tuer des soldats américains pour le compte d'un pays étranger. L'intelligence américaine, j'en ai parlé dans Trump versus le Mossad, donc lire aussi ces généraux-là qui sont... il y a eu une réflexion de fond depuis plusieurs années. Je pense, Israël Lobby, je pense que c'est 2011, 2010, sur le fait que les États-Unis ne contrôlaient pas leur politique étrangère et c'était bien, bien, bien fatigant. D'où l'importance de mener une campagne avec un milliardaire qui a son propre argent, qui ne dépendra pas, qui ne devra rien aux autres. Okay? On dira aussi que Trump, contrairement aux souhaits d'Israël, a mis fin au plan Kissinger de déstabilisation de la région des pays arabes, Moyen-Orient, Proche-Orient, et maintient les frontières pratiquement indemnes, maintient Assad en place. Je veux dire, est d'accord avec le maintien d'Assad en place. Ce n'est pas lui qui le maintient, mais je veux dire, renverser la politique de changement de régime d'Obama. Même chose avec l'Iran, Netanyahou qui voulait renverser le régime, voulait une frappe contre le régime. Trump a dit non. Donc, il maintient les pays en place. C'est pas sioniste, ça. Là. La définition, c'est la seconde définition. Et Trump s'inscrit plutôt donc pas de Grand Israël, contrairement à ce que Jacques Attali voulait. Et Trump s'inscrit donc dans le contexte de ce qu'on appelle la révolte des nations, la fin du mondialisme. Il a été à Davos, il a dit votre modèle économique de destruction des frontières, des identités au profit d'un système économique néolibéral et un gouvernement mondial ne fonctionne pas. Nous autres, on est sur le logiciel d'une
de la nation. Il le dit dans plein d'entrevues, je suis un nationaliste, je ne suis pas un mondialiste. Donc, délégitimation des institutions internationales liées au mondialisme, le G7, le G20, Trump prend ça très à la légère, négocie de façon bilatérale avec la Russie, avec la Chine, avec les pays, etc. Plus de perte de souveraineté, on déchire les accords mondialistes et Trump prend comme allié dans tous les pays les nationalistes. Quel que soit le nationaliste, pensez, je veux dire, à Orban, à Morsi en Inde. Je pense Le Pen, Johnson. Je ne sais pas si c'est Le Pen, en tout cas en France. Je ne sais pas exactement quelle est sa politique en France, là, mais il appuie les Gilets jaunes à travers QAnon. J'ai expliqué aussi que on dit Trump est un sioniste. Alors pourquoi le Mossad a tenté de le destituer? C'est des agents du Mossad. Adam Schiff, là, on le sait, là, travaille pour une puissance étrangère. On a vu l'image avec son neveu ou son fils, je ne sais pas trop quoi. Ça m'étonnerait qu'il y ait un fils, c'est pas son genre. Avec un chandail du Mossad. Donc, ce sont ce qu'on appelle des Sayanimes qui ont tenté de destituer Trump, là, qui sont derrière cette histoire d'impeachment et puis de collusion avec la Russie, etc., depuis un bout. Les médias américains qui sont totalement contre Trump, contrôlés par le Mossad. QAnon a déjà montré l'organigramme du contrôle. Alors, Joseph Indy doit se renseigner davantage, regarder la vidéo Trump et le Mossad. C'est pour ça, d'ailleurs, que j'évite de commenter la politique européenne pour ne pas faire des commentaires trop généraux qui... j'ai parlé aussi, donc... c'est ça, donc, quand je dis Trump représente la révolte des nations, c'était bien le sous-titre du livre d'Alain Soral, Demain, la gouvernance globale ou la révolte des nations. Alors... si on en voulait une révolte des nations, eh bien, il y a quelqu'un aux États-Unis qui l'amène, cette révolte des nations, et qui appuie tous les mouvements nationalistes mondiaux dans le monde anti-mondialiste. OK? Voilà. Alors maintenant, est-ce que Soleimani a été assassiné? J'ai expliqué que la thèse n'était pas celle qu'il était déjà mort depuis 2 ans. Ça, c'est une possibilité. L'idée, c'est qu'il devait être retiré, la personnalité publique de Soleimani devait être retirée pour permettre le plan de paix. Je l'ai dit avant même de savoir que Trump allait déposer un plan de paix. 3 semaines plus tard, paf, il dépose le plan de paix. J'ai dit que c'était un préalable à la stabilisation de la région puis à la normalisation des relations. Avec Soleimani, je pense que l'Iran aurait dû se mêler et tout de suite rejeter le plan de paix. Maintenant, avec un Soleimani hors du portrait, c'était plus facile pour l'Iran, diplomatiquement, de rester tranquille. J'ai dit à chaud qu'il n'allait pas avoir de 3e guerre mondiale. Vous m'avez écrit dans les commentaires, « Oh, tu risques, tu te mets la tête sur le bio, Alexis, tu risques gros, etc. » Je savais qu'il n'allait pas avoir aucune frappe, que c'était déjà ficelé d'avance avec l'Iran, comme avec la Corée du Nord. C'est toujours le même modus operandi. Donc, je ne me suis pas trompé sur ces prédictions-là. Je vous ai expliqué aussi comment QAnon avait annoncé à l'avance qu'il allait avoir des problèmes. Il avait dit « Back channels are important ». Et puis après la frappe, on a appris que, comme lors de la crise des missiles de Cuba, qui avait contourné la diplomatie habituelle, parler directement aux Russes pour éviter la guerre, QAnon avait dit « Back channels are important ». Et on a appris par la suite, après avec l'Iran, qu'il y avait effectivement des discussions en coulisses hors des réseaux diplomatiques habituels entre l'Iran et les États-Unis avant d'éviter la guerre. Je vous ai dit regardez la réplique iranienne. Donc, revoir toutes ces vidéos-là qui montrent que d'aucune façon, Soleimani a été assassiné par l'administration américaine à Bagdad au début janvier. Parce que, notamment, quand QAnon écrit que back channels are important, c'est-à-dire qu'il y a une crise qui s'en vient. C'est ça qu'il dit, là. Une crise comme celle des missiles de Cuba qui s'en vient. Et donc, cette idée que la crise était créée par une attaque contre l'ambassade américaine, c'était juste le prétexte pour setting the stage, comme on dit. C'était de la présentation pour pouvoir créer le faux événement de cette frappe. Et on nous a dit aussi qu'il préparait des attaques contre les ambassades américaines, comme si l'Iran allait déclarer la guerre aux États-Unis. Toute cette histoire est cousue de fil blanc. Les États-Unis qui avaient donné, comme je l'ai expliqué, la liste, une liste de 17 agents de la CIA à l'Iran. Il y a des négociations qui existaient depuis longtemps. L'État profond qui a tenté d'amener Trump
dans le conflit à plusieurs reprises en frappant la raffinerie, en attaquant le pétrolier japonais, en frappant un drone américain. Et à chaque fois, Trump s'est retenu parce qu'il y a des négociations avec l'Iran, etc. Donc, avant de commenter, il faut... si Trump avait été un sioniste, comme Youssef Indy le dit, il aurait utilisé l'occasion lors de la frappe contre le drone pour attaquer l'Iran sans retenue, mais ce n'est pas le style de Trump. Alors, donc c'est ça, c'est ce que je tenais à rectifier. En tout cas, nos thèses font du chemin en Europe. On est présent aussi sur beaucoup de sites de Gilets jaunes. Alors, merci à tout le monde qui parle de nous et qui relaie nos vidéos. Soral me salue, je le salue en retour. Alors, c'est ça, donc ça complète cette édition du Web Journal de Radio-Québec. 50 minutes. On va remercier, encore une fois, j'ai pas eu le temps de refaire le visuel pour les dons. On remercie Philippe Cutard, on remercie Philippe Champagne, on remercie Romain Renaud, on remercie Fabrice Laure, Jean Béric, Paul Lalonde, Raphaël Joie et Pascal Ouellet. Il y a aussi des gens sur Interact. Merci beaucoup. Pour ceux qui veulent faire des contributions à Radio-Québec, on va revenir au mois de mars, on va revenir à 2 jours semaine. OK, il faut que je me réarrange, le décor va changer, tout ça, on va revenir avec un peu plus de régularité, il faut que je règle un certain nombre de trucs et après ça, on va revenir à la programmation régulière. Alexis Cossette-Trudel, casier postal 32017 Saint-André, Montréal, Québec, H2L 4Y5 sur PayPal, www.paypal.me/Alexis Cossette, sur Interact, Alexis Cossette-Trudel 1@gmail.com. Merci à tous ceux qui ont fait des contributions, qui nous encouragent et qui nous permettent de continuer. Voilà. Alors, questions, commentaires. On s'excuse encore une fois sur YouTube. On va trouver une solution. Apparemment, ils n'aiment pas le contenu de Radio-Québec. Ils nous baissent nos vues. Ils nous empêchent de diffuser en direct. Alors, ceux qui veulent... non, il y a le fait d'ouvrir cette deuxième chaîne que je vais faire. Je vais le faire rapidement pour réobtenir les capacités de faire du direct. Mais en attendant, vous pouvez nous rejoindre sur VK, /Radio-Québec, vk.com /Radio-Québec, je pense. Sur YouTube, Radio-Québec, encore une fois, sur YouTube. Pas sur YouTube, sur Facebook et sur Twitter. Là, on est en direct. Vous pouvez commenter en direct sur Twitter, sur Facebook et sur VK. Je vois vos commentaires passer là. Voilà. Alors, questions-commentaires. Peut-être 4-5 minutes de questions-commentaires. Pourquoi Bloomberg n'est pas présent dans les débats de la course à la chefferie du Parti démocrate? Alors, ça, je ne sais pas exactement. J'ai l'impression que l'objectif de Bloomberg, c'est mettons comme un ticket Hillary Bloomberg, c'est de discréditer les candidats qui sont là, de les affaiblir. Ce n'est pas nécessairement de gagner des délégués. Michelle Obama n'est pas là non plus. Hein, elle n'est pas dans les primaires démocrates. L'objectif, c'est d'avoir un couronnement, c'est-à-dire que tout le monde se désiste au profit de Michel. Michel, ça dépend. Tout le monde se désiste au profit de Michel. Que le processus de la démocratie démocrate au sein du Parti démocrate ne fonctionne pas. On ne veut pas un compte de délégués, on veut un couronnement d'un candidat fantastique. Hein, comme un candidat qui est très, très, très populaire, qui pourrait aller chercher le vote noir, voler le vote noir à Trump, qui est en train de faire des gains auprès du vote noir. Trump qui fait des gains dans plein de segments de la société, les latinos, etc. Donc... et cette personnalité forte comme ça, c'est pas Bloomberg. Mini Mike a comme aucun charisme. OK? C'est juste pour les affaiblir. Ce qu'ils veulent, c'est que les candidats se désistent tous au profit de Michelle Obama. Sauf que le problème, c'est Sanders. Sanders, c'est un idéologue qui s'est déclaré démocrate tout récemment. Hein. Je pense que ça fait peut-être juste 4 ans qu'il s'est déclaré démocrate. Il a toujours été indépendant auparavant. Alors, c'est lui l'épine dans le pied, là. Fait que voilà. Je vous fais écouter, justement, en terminant, une vidéo d'un musulman qui appuie Trump et Trump qui dit, écoutez ça, hein, parce qu'on ne verra jamais ce genre de réaction-là dans les médias. Trump qui s'entend bien avec Mohamed Ben Salman d'Arabie Saoudite, qui s'entend avec tout le monde. Hein. J'ai dit Trump, c'est un pragmatique, c'est pas un essentialiste. Je l'ai déjà dit dans Trumpologie 104, je pense. Alors, je vous montre cette courte vidéo. I'm a Muslim and I support you. I love you. Who's the next president? He's a Muslim and he's for
Trump. You see? He's a Muslim and he's with Trump. I'm a Muslim for him. He's a Muslim. All the way. All the way. I'm a Muslim. I support this man to the death with my life. Voilà. OK, autre question. Ah ouais, ils nous font la vie dure, hein? 350 auditeurs depuis le début. C'est ça que je dis aux gens qui me parlent, là, tu sais, c'est très difficile de... En tout cas, ils nous mettent des bâtons dans les roues. Je sais, de toute façon, ce qui est fatigant, c'est que j'ai 30 000 auditeurs à peu près là, sur YouTube. Si j'ouvre une nouvelle chaîne, je vais en perdre la moitié. On va recommencer, ça va recommencer à 1000, 2000, 3000. Alors qu'on est une chaîne extrêmement populaire. Là. C'est presque recommencer à zéro, mais c'est ça dans l'environnement présent. Là. Trump a-t-il levé l'obligation vaccinale? Je ne le sais pas. Son fils est atteint d'autisme et Trump a longtemps été contre les vaccins cependant. Il y a eu des commentaires contre les vaccins. Mais maintenant, à la présidence, je ne le sais pas. Que penses-tu de l'affirmation des Anonymous que les troupes militaires US qui arrivent en Europe sont envoyées par Trump pour arrêter les membres européens de la cabale? Est-ce vrai selon toi? Je ne croirais pas. Je ne crois pas que Trump va faire aucun geste de ce genre-là, de cette nature-là, avant l'élection, avant la présidentielle. Vous comprenez que c'est fragile, une présidentielle, et je ne pense pas qu'il va y avoir... Le coup près va tomber après la présidentielle. Faites attention avec Anonymous. Hein? Je ne sais pas, là... regardez combien de fois ils se trompent. S'ils font des affirmations, là, est-ce que ces mêmes personnes vous ont dit que Hillary était déjà en prison, qu'ils étaient déjà tous à Guantanamo? Tu sais, moi, j'ai vu des trucs passer comme ça. Quand on vous raconte des sornettes et des imbécilités comme ça, à répétition, une fois, deux fois, là, sans jamais citer de source, là, clairez ça de vos contacts, élaguez un peu vos sources. Là, quand une source s'est massivement trompée à 2-3 reprises en ne citant aucun raisonnement logique, on peut avoir une réflexion et se tromper. Je pourrais me tromper sur Soleimani, dans le genre, il est vraiment mort, mais au moins, j'ai déployé un raisonnement logique. Je vous ai expliqué, là, quand on vous raconte des trucs, j'ai des renseignements secrets qui disent que, et là, ça fait 2 fois que tu passes, que c'est un coup d'épée dans l'eau, eh bien, questionne-toi sur tes sources, là. Crois-tu en l'idée de Hans Mercier qui pense à l'annexe du Québec en un État américain? Je pense pas que les Québécois s'identifient comme Américains. Je pense pas que ça va jamais fonctionner à cause de l'identité. Ça va jamais passer. Ça va prendre un référendum, ça passera jamais. Alors, l'étiquette raciste, sexiste, homophobe ne colle pas à Trump. Exactement. Exactement, Samuel Turmel. Alors, est-ce qu'on se quitte là-dessus? Oui, il faut que je fasse attention aux mots que j'utilise sur. Mais tu sais, je suis en direct, hein. Comprenez que c'est ça la différence. Le direct, c'est qu'on peut faire des erreurs, on se laisse aller. Des fois, on a des blancs. Des fois, j'ai des blancs. Des fois, je déparle. On utilise des mots qu'on ne devrait pas utiliser, qu'on n'utiliserait pas dans une vidéo enregistrée, mais c'est ça que les gens préfèrent le direct parce que c'est plus spontané. C'est comme Trump. Hein? Les gens aiment Trump parce qu'il est spontané. Parce que c'est probablement pour la même raison que les gens aiment le direct parce que c'est spontané. C'est pas enregistré, il y a de l'interaction, c'est plus convivial. Mais ça vient aussi avec la possibilité de se faire couper puis de faire des erreurs. Alors... Aline Lafont, comment la femme d'Obama peut se présenter quand son mari va être accusé? Bien, justement, c'est exactement la raison pour laquelle elle doit se présenter. Parce que c'est la raison principale pour laquelle elle se présente. Parce que tu te présentes, puis là, ce que ça fait, c'est que s'il y a des accusations contre Obama,
ça ramène à exactement l'argument des démocrates contre les Biden, c'est-à-dire que Trump essaye de s'en prend à Obama pour se débarrasser d'un opposant politique. Pour se débarrasser de la femme Michelle, Trump attaque le mari Obama. Donc, tout ça est politique. C'est pas de la justice, c'est politique. Il attaque l'ancien président Obama pour se débarrasser d'un opposant. Là. C'est ça qu'ils veulent faire. Ils veulent rendre difficile le fait d'accuser Barack. Ils veulent rendre ça politiquement délicat. Alors, tu vas reprendre ta chaîne YouTube. Ouais, je vais en créer une autre, là. Je vais en créer une autre pour les directs, puis je vous laisserai savoir. En espérant que tout le monde me suive, là, que là j'en ai 29.3, 29 000.3, en espérant qu'on ait comme au moins 20 000 qui nous suivent. Trump avait nommé John Kennedy Jr. à une commission d'enquête sur la sécurité des vaccins. Il a travaillé avec Dale Matthew Bigtree et ont prouvé que les vaccins ne sont aucunement sécuritaires. Voir le documentaire Vax. Oui, regardez le documentaire Vax, justement. Caroline Maillot. Quoi d'autre? Je pense que ça fait 1 heure, là. Hein? On va se laisser là-dessus. Schisme catho-tradition versus nouvel ordre. Ah, trop compliqué. Je voudrais pas non plus rentrer trop loin dans les détails. Tu sais, je me sentirais mal, moi. Je l'ai déjà dit, je ne suis pas baptisé. Fait que je suis comme de l'extérieur, comme critiquer comme ça, là, ou mettre mon nez là-dedans. Penses-tu que Trump s'opposerait à Netanyahou si celui-ci refuse les concessions supposées? Je l'ai expliqué dans la vidéo, le plan de paix. Là. Oui, évidemment qu'ils vont tordre le bras d'Israël après l'élection. Hein, c'est ça. Il y a un avant la présidentielle pour aller chercher pas seulement le vote juif aux États-Unis. J'ai dit le vote juif aux États-Unis, mais c'est pas seulement le vote juif, c'est aussi les évangéliques. Hein, les évangélistes, je les parle ce soir, qui sont très, très pro-Israël. Hein. La base de Trump, à droite, Parti républicain, il y a une grosse partie du Parti républicain qui est très, 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 très pro-Israël, même si ce ne sont pas des Juifs. Alors, ça, c'est la base de Trump. Donc, Trump, en étant, en s'affichant avec Netanyahou lors du processus de l'annonce des négociations, etc., tente à satisfaire sa base, à plaire à sa base avant l'élection. La partie où est-ce qu'Israël va devoir faire des concessions, ça va, comme je l'ai dit, probablement être après l'élection. C'est là que les négociations serrées vont avoir lieu. Tout le monde va devoir donner. Parce que Trump voit ça comme sa plus grande réalisation. C'est ça qui va lui donner le prix Nobel de la paix, là, la paix au Moyen-Orient. C'est ça qu'il veut. Là. C'est son... OK, on se laisse là-dessus. Pourquoi changer de chaîne? Parce que YouTube bloque mes vidéos, mes lives, mes diffusions directes. C'est ça qui est fatigant. Avoir un backup channel aussi, ce qu'on dit, une chaîne de sauvetage, s'il ferme complètement la chaîne, parce qu'après enlever les directs, là, c'est fermer complètement la chaîne. Vous comprenez, là? Il y en a plusieurs qui se sont fait faire ça, fermer complètement la chaîne. Alors, au moins, j'aurai comme un pied à terre dans une autre chaîne pour continuer à informer. Voilà. OK. Alors, on va se laisser là-dessus, la gang. Et on se donne rendez-vous dimanche prochain pour une autre édition du Web Journal de Radio-Québec. Salut tout le monde.